Eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir donc Arnaud Pocris, qui est directeur culturel du musée archéologique de Gergovie. Et nous sommes au regret de vous annoncer qu'il sera... Enfin, vous êtes tout seul. Voilà, vous nous expliquerez. Je crois que Marion Dacot est très très fatiguée, hein, après un gros travail de plusieurs années, hein, c'est ça, voilà. Et donc, pour cette dernière conférence, une conférence qui va en quelque sorte cristalliser plusieurs temps. Le temps long de celui de l'époque gallo-romaine, jusqu'à aujourd'hui, où ce site est fouillé depuis un certain nombre d'années, et le temps évidemment un peu plus proche de nous, qui est celui de la période de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance en Auvergne. Voilà, donc c'est quelque chose que beaucoup vont découvrir, je pense, hein, ces fameux gergoviotes dont vous allez nous parler. Je vous remercie en tout cas au nom de l'Amicale laïque et bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Effectivement, oui, je vous présente également les excuses de Marion qui aurait vraiment aimé être présente ce soir, mais qui, voilà, vraiment des contraintes professionnelles qui font que là, elle travaille encore ce week-end là, pour finaliser un rapport de fouilles sur les 4 dernières années de fouilles sur le plateau de Gergovie. Donc c'est énorme, 2000 pages vraisemblablement, que vous pourrez vous empresser de lire si vous le souhaitez, si vous aimez vous plonger dans des choses très très techniques. Donc voilà, elle s'excuse et elle regrette vraiment de ne pas être là. Donc moi, ce que je vais présenter principalement ce soir, c'est vraiment cette histoire contemporaine de Gergovie autour de ce groupe des Gergoviotes, qui est un sujet qui a donné lieu à une exposition que nous avons ouverte au public au musée en octobre 2023, à l'occasion du 80e anniversaire de la grande rafle qui s'est déroulée à Clermont contre l'université de Strasbourg repliée à Clermont. Et cette exposition, en fait, elle a donné lieu à énormément d'échanges, de travaux, de remontées d'informations et d'archives. On en reçoit encore aujourd'hui. Donc, en fait, c'est un travail qu'on a finalisé à un moment donné pour cette exposition, puis ensuite pour un ouvrage que vous avez pu voir à l'entrée. Mais ce travail, il est loin d'être fini. Donc, voilà, il y a encore énormément de choses. On est contacté encore par des descendants de ce petit groupe, en fait, des participants de ce petit groupe de gergoviotes qui découvrent d'ailleurs la plupart du temps ce qu'ont fait leurs parents sur place pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là. Aujourd'hui, donc je le disais, il y a encore pas mal de boulot à faire de recherche, mais ce qui nous fait plaisir, donc, c'est que, par exemple, ce genre de manifestations, ces conférences nous permettent d'échanger aussi avec des personnes qui peut-être ont pu être concernées, ou en tout cas leur famille être concernée à ces événements-là. Pour dire que, encore une fois, on prend encore les archives aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on en fera, on aimerait bien qu'un jour un doctorant s'intéresse au sujet, mais voilà, on est encore en recherche d'autres archives, on n'a pas bouclé toute l'histoire. Là, l'histoire qu'on va vous présenter, c'est celle qu'on a réussi à reconstituer finalement au fil de nos découvertes et de nos échanges avec les descendants de ce groupe. Alors d'abord, il y a un préambule à cette histoire, c'est vraiment le contexte historique et géostratégique de l'époque. Au début des années 30, vous le savez certainement, l'État français fait construire ce qu'on appelle la ligne Maginot, c'est-à-dire un ensemble de fortifications, de casemates, de fortins qui sont déployés sur plusieurs centaines de kilomètres le long de la frontière est de la France, particulièrement la frontière avec l'Allemagne. Mais cette ligne, elle est en retrait de quelques kilomètres par rapport à la frontière véritable, qui est en fait le Rhin, hein, bien sûr, le cours du Rhin. Et il existe donc une zone rouge qui n'est pas protégée en Alsace et en Moselle. Et Strasbourg, qui à l'époque compte presque 200 000 habitants, en fait partie. Au milieu des années 30, l'état-major français imagine un plan secret d'évacuation de cette zone, car on se rend compte que les nazis engagent la remilitarisation de l'Allemagne, et notamment la Rhénanie, c'est-à-dire les provinces allemandes, les landes allemands qui sont juste de l'autre côté du Rhin, et ce, dès 1936. Donc ce plan secret d'évacuation de la zone rouge, il a pour objectif à la fois de protéger les civils, hein, bien sûr, mais aussi de laisser le champ libre aux manœuvres militaires. Et dès la mobilisation générale du 1er septembre 1939, le plan d'évacuation est activé.
Le 3 septembre, qui est le jour de la déclaration de guerre officielle de la France à l'Allemagne, et ce sont près de 374 000 habitants d'Alsace et de Moselle, dont les Strasbourgeois, qui sont évacués en 48 heures avec 30 kilos de bagages et 4 jours de vivres. L'évacuation se fait par train, par le chemin de fer, y compris d'ailleurs dans des wagons à bestiaux. Les services municipaux et préfectoraux, vous le voyez sur la carte en haut à gauche, sont repliés sur Périgueux. Donc il y a toute une partie aussi de la population qui est repliée sur les Landes. Et l'université de Strasbourg, elle, est repliée sur Clermont-Ferrand, qui à l'époque compte une centaine de milliers d'habitants. Et qui en fait dispose de nouveaux locaux qui ont été construits au début des années 30 et qui sont loin d'être entièrement occupés à l'époque. Donc finalement, l'université de Clermont les choisit parce qu'elle a la capacité logistique d'accueillir ses étudiants et ses professeurs de l'université de Strasbourg. Alors, ce sont 1200 étudiants et 175 professeurs et administratifs qui sont repliés sur la ville de Clermont. C'est-à-dire que ça n'est pas en fait la totalité des étudiants qui étaient présents à l'université de Strasbourg en 1938 par exemple. En fait, on a à peu près la moitié des effectifs, puisque ne sont présents à Clermont que les étudiants qui n'ont pas été mobilisés au début de la guerre. Donc, c'est-à-dire les garçons de moins de 20 ans et les filles. Et puis une grande partie des professeurs a été également mobilisée. Mais donc quand même 1200 étudiants, 175 professeurs et personnel administratif. Sur la carte, alors, je ne sais pas si elle est très, très précise, mais on voit bien qu'il y a effectivement, pour ceux qui connaissent bien Clermont, ce sont les zones grisées qui sont concernées par l'installation de l'université de Strasbourg. Finalement, cette université, elle va se répartir sur toute l'agglomération, avec des écoles qui vont se retrouver à Royat, à Chamalières, et avec l'essentiel finalement des universités, des facultés qui vont se retrouver avenue Carnot, dans les locaux de l'actuel rectorat, qui était la faculté, l'université clermontoise auparavant, et puis qui vont investir également l'Hôtel-Dieu. Il n'y a pas de faculté de médecine à l'époque à Clermont-Ferrand, et finalement c'est l'arrivée de l'université de Strasbourg qui va initier justement la création de cette faculté particulière. Au début, donc la rentrée a lieu en 1939, il se passe peu de choses au début, mais finalement la situation va évidemment très rapidement évoluer à partir du 10 mai 1940, avec le début de l'offensive allemande qui va balayer en quelques semaines l'armée française. Et finalement, à la fin de l'année universitaire qui a commencé en novembre 1939, donc là on est au mois de juin, la France est très lourdement défaite. Le 16 juin, Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Le 17 juin, il appelle à cesser le combat. Le 21 juin, les troupes de la Wehrmacht entrent dans Clermont, qui est déclarée ville ouverte. Et le 22 juin, l'armistice est signé par le général Hunziger. Cet armistice, en fait, va stipuler et acter le fait qu'il y a deux zones, désormais, deux zones en France, une zone occupée au nord, une zone non occupée au sud, qui reste sous administration française. Et puis aussi une zone alors, qui n'est pas marquée sur cette carte, mais qui est plutôt dans le nord et qui est rattachée au commandement allemand de Belgique. Le 29 juin, le gouvernement qui était à Bordeaux va quitter cette ville pour Clermont, donc qui devient la capitale de la France pour une journée. Et finalement, le gouvernement va s'installer début juillet à Vichy, où donc il va s'installer définitivement. Et en parallèle, va débuter l'annexion de l'Alsace-Moselle par les Allemands. Alors même que le sort de ces territoires n'est pas mentionné dans le traité du 22 juin. Donc en fait, c'est vraiment une annexion de fait. Et pour les Allemands, obligatoirement, ces territoires qui sont germanophones doivent revenir en fait dans le territoire allemand. Le 10 juillet, le Parlement vote les pleins pouvoirs à Pétain. Et évidemment, pour les étudiants strasbourgeois qui se retrouvent à Clermont-Ferrand à ce moment-là, il y a plusieurs problèmes. D'abord, ce sort qui est réservé à l'Alsace et à la Moselle se traduit par des communications qui sont entièrement coupées avec les familles. Donc il n'y a plus de courrier déjà depuis le 10 mai. Les autorités allemandes ensuite appellent très fortement au retour des populations évacuées, et même exigent ce retour. Et ces étudiants qui n'ont plus de moyens financiers, qui n'ont plus de contacts, sont très, très tentés de rentrer en Alsace. Mais les professeurs de l'université de Strasbourg, qui eux
veulent quand même maintenir au maximum l'université à Clermont-Ferrand. Ces professeurs et également les administratifs de l'université vont conseiller aux étudiants qui les interrogent d'attendre plutôt la fin de l'été pour se décider, le temps que la situation évolue. Alors, ce rapide point sur la situation au début de la guerre eh bien, va permettre de mieux comprendre en fait, comment s'est constitué le groupe des Gergoviotes, c'est-à-dire de qui il était composé, de quels appuis il a bénéficié, quel a été aussi le rapport à la connaissance archéologique du site, puisqu'il y a eu aussi des travaux archéologiques sur ce site, et puis sur quelle base s'est développé l'engagement de ses membres. Et puis ensuite, justement, dans cet engagement en résistance, quelles ont été leurs actions et comment s'est organisée la répression, ensuite la répression de la police française, puis de la police allemande. Et puis comment s'est perpétuée la mémoire de la communauté. Et à la fin de la conférence, on évoquera la nécessité dont j'ai parlé tout à l'heure de continuer ce travail et les perspectives de recherche. Alors à la fin des cours en juin 1940, comme je le disais tout à l'heure, la tentation de rentrer en Alsace est quand même très grande pour beaucoup d'étudiants. Les Allemands vont même affréter des bus sur la place de Jod, depuis la place de Jod, des bus sur lesquels sont marqués les noms des villes qu'ils vont rallier en Alsace et en Moselle. Et en fait, évidemment, beaucoup d'étudiants vont rentrer à ce moment-là. Les nazis veulent à tout prix reconstituer une université du Reich à Strasbourg. Ils vont y arriver, mais quelques années plus tard, en 1941. Mais face à ces exigences, en fait, les doyens et recteurs de l'université de Strasbourg, et même les professeurs, vont refuser l'injonction allemande. Comme je le disais, ils veulent vraiment maintenir une université française de Strasbourg en zone non occupée. Et pour les étudiants, il y a à ce moment-là aussi deux problèmes. J'ai parlé des communications, mais il y a aussi le problème des moyens financiers, puisque beaucoup d'entre eux ne disposent pas, avec les interruptions de courrier, des moyens financiers, non plus les mandats envoyés par les familles, les mandats postaux envoyés par les familles, donc ils ne reçoivent plus rien. Donc il va falloir s'organiser finalement, et l'université de Strasbourg va assez vite mettre en place, grâce au comité des réfugiés et des œuvres sociales, des aides pour les étudiants à hauteur de 1 000 francs par mois, sachant qu'à peu près à l'époque on se loge pour 500 francs par mois. Donc voilà, avec ces aides, avec également aussi des dons et de tickets de rationnement qui vont se mettre en place très rapidement, on va arriver à subvenir aux besoins de ces étudiants. Autre problème, c'est que le temps entre le mois de juin, entre la fin de l'année universitaire et la reprise au mois de novembre est très long. L'année universitaire se termine en juin, la rentrée se déroule au mois de novembre, comme je l'ai dit, et donc ça veut dire qu'il y a de longs mois à occuper avant la reprise des cours. Et un professeur de l'université de Strasbourg a l'idée de mettre en place un chantier de fouilles archéologiques sur le plateau de Gergovie. Alors pourquoi sur le plateau de Gergovie ? Parce que ce professeur, Gaston Zeller, que vous voyez en haut à gauche, professeur d'histoire, il a travaillé au lycée Blaise Pascal au début des années 30 et il connaît les travaux qui ont été menés sur le plateau de Gergovie par le comité Pro-Gergovia, donc les fouilles qui se déroulaient à cette époque sur le site. Et il se dit qu'aussi le nom de Gergovie, la renommée de Gergovie, qui résonne un peu comme un symbole de résistance, peut être un moyen finalement d'engager dans cette opération un certain nombre d'étudiants. Alors, comme il n'est pas archéologue, il va se faire aider par un autre professeur qui vient juste d'arriver à Clermont. Il était en poste sur la ligne Maginot auparavant. C'est Jean Lassus, donc, qui est au centre. Jean Lassus, qui lui est professeur d'archéologie byzantine, peu de choses à voir avec l'époque gauloise, mais néanmoins, lui, il a une forte expérience des chantiers de fouilles, donc voilà, il se sent en tout cas assez emballé par le projet. Et les deux professeurs, en fait, vont confier la sélection des étudiants à une secrétaire de la faculté de lettres, Stéphanie Cuder, que vous voyez en bas à droite, qui va faire passer des sortes de tests aux étudiants pour vérifier leur intérêt, voilà, leur intérêt pour le chantier. Et une vingtaine d'étudiants va se porter volontaire pendant tout le courant du mois de juillet. Et finalement, le groupe naît définitivement le 17 juillet 1940. Alors les professeurs vont faire des repérages sur le plateau de Gergovie, et puis s'aperçoivent assez vite que pour pouvoir fouiller à Gergovie, il faut un hébergement sur place. Pourquoi ? Parce qu'on est à 2 heures de marche du centre de Clermont, donc de là où sont hébergés habituellement les étudiants. Donc voilà, ils se disent qu'il faut trouver un moyen d'installer un campement provisoire sur le site. Ils vont contacter pour cela Delattre de Tassigny, Jean Delattre de Tassigny,
général qui se trouve cantonné au château d'Homme, qui est à quelques kilomètres à l'ouest de Gergovie. Il vient d'être nommé commandant de la 13e division militaire du Puy-de-Dôme. Et il se trouve que dans la fin des années 30, il était commandant aussi, il était dans le commandement de Strasbourg, enfin de la garnison de Strasbourg. Donc il est assez sensibilisé au sort des étudiants alsaciens et mosellans. Et Delattre, finalement, qui est en train de créer une école de cadres militaires à Homme, eh bien, il accueille évidemment favorablement le projet des professeurs et il va même dépasser la demande, qui était encore une fois de simplement installer un campement de tentes et autres. Et il va leur proposer de les aider à construire une véritable maison de fouilles sur le plateau de Gergovie. Et début août 1940 va commencer le travail de construction de cette maison. Et donc la vingtaine d'étudiants qui se sont portés volontaires vont participer très activement à cette construction. À la base, évidemment, il y a plutôt des garçons, mais il y a aussi quand même quelques filles. Et parmi les filles, il y a Stéphanie Kuder, donc cette secrétaire qui a participé au recrutement de ces étudiants, et puis sa jeune sœur, Marie-France, qui, elle, est étudiante en pharmacie. Alors pour la plupart, ces étudiants sont alsaciens, en fait, ils viennent tous de l'université de Strasbourg, hein, mais dans le groupe, il y a des étudiants qui étaient à l'université de Strasbourg, mais originaires parfois de loin. Donc il y a notamment une étudiante normande, il y a aussi un réunionnais, et également un étudiant japonais qui va avoir aussi un rôle très particulier dans ce projet. Le premier été est donc consacré essentiellement à la construction de la maison. Donc les travaux sont durs, hein. Les garçons travaillent sur le chantier, les filles s'occupent plutôt de l'intendance, des repas, des pauses café. Donc on le voit sur les photos qui sont indiquées, qui sont mentionnées ici. Voilà, c'est pas très révolutionnaire tout ça. Et surtout, ce qui est marquant dans ce chantier, c'est que Delattre est présent absolument tous les jours. Et ce qu'on repère dans les témoignages des étudiants qui ont eu à subir ces visites surprises mais régulières, c'est la dureté du général. En fait, Delattre de Tassigny, les étudiants l'appellent le tyran, certains membres de son état-major l'appellent le fou. Donc c'est vraiment quelqu'un de très très particulier. Et surtout, à cette époque-là, lui, il veut valoriser en fait ce chantier comme un exemple de ce qui va ensuite donner les chantiers de jeunesse. En fait, Delattre, à cette époque-là, il vise finalement la direction des chantiers de jeunesse et il se sert un peu de ce chantier de Gergovie comme un exemple de ce qu'il pourrait faire à la tête des chantiers de jeunesse. Donc l'idée est clairement, et on le retrouve dans les témoignages de l'époque, c'est vraiment la volonté de mettre les jeunes, et notamment les jeunes intellectuels, au travail. Parce qu'on considère évidemment qu'à l'époque, c'est le ramollissement des élites qui a conduit à la défaite. Donc, il va imposer aux étudiants une discipline de fer. Discipline de fer, juste un petit exemple. Au cours d'une de ses visites, il s'aperçoit qu'un mur qui a été construit la veille n'est pas assez droit à son goût. Il le fait sauter à la poudre par ses soldats dans la nuit. Voilà. Bref. Alors, malgré tout, le bâtiment qui va voir le jour, il est quand même dessiné par un architecte qui fait partie de l'état-major de Delattre et qui va vraiment réfléchir aux fonctions que doit remplir ce bâtiment. Le bâtiment, il va être constitué de 2 baraquements préfabriqués, dont le modèle est utilisé par le service des réfugiés, et d'ailleurs dont une grande partie des panneaux de murs en fait, sont fabriqués dans une entreprise de Vertaison, donc tout près d'ici. Mais en fait, ces bâtiments-là, on les retrouve un peu partout en France. Alors la première tâche des garçons encadrés par les soldats de Delattre, c'est de récupérer des pierres sur le plateau, donc on n'en manque pas, pour construire le soubassement du bâtiment, dont le plan va former un L. En fait, on va accoler deux bâtiments ensemble dans cette forme en L. Après 2 à 3 semaines de travail, le plancher et les poteaux porteurs vont être posés sur le soubassement pour ensuite fixer des panneaux de fibrociment. Et au-dessus, s'élève la charpente en bois qui va supporter la toiture en tuiles. Au total, la surface de la maison atteint 270 mètres carrés à peu près. Et à l'extérieur, donc il y a quand même un niveau de confort quand même assez intéressant. À l'extérieur, côté sud, est aménagée une terrasse qui est protégée du soleil par une pergola posée sur des colonnes. À quelques
maître de la maison, est installé aussi un piédestal sur lequel un mât est installé pour hisser les couleurs tous les matins, donc hisser le drapeau français. Dans le projet initial, il y avait un château d'eau qui était prévu, mais qui n'a jamais vu le jour, ce qui veut dire que pour s'alimenter en eau, eh bien, il fallait aller chercher l'eau sur les pentes du plateau. Donc c'était assez facile à la descente, mais certainement beaucoup plus difficile à la remontée. Et puis pendant les périodes de fouilles, en fait, l'université faisait amener l'eau sur place par des citernes qui étaient tirées par des mulets. Voilà une élévation d'après les plans qu'on a pu retrouver de la maison, puisqu'évidemment il n'en reste rien aujourd'hui. Et l'aménagement intérieur comprend à peu près une dizaine de pièces, avec des espaces de vie et des espaces de travail. Et tout à l'ouest, donc là à gauche pour vous, eh bien, il y a le dortoir des garçons, qui est relativement vaste, qui a pu accueillir jusqu'à une vingtaine de garçons. Au centre, la salle commune pour les repas. Et dans l'angle, donc sur la droite, vous avez une cuisine, 2 salles d'eau, des toilettes qui évidemment n'ont jamais été alimentées en eau, donc qui n'avaient de toilettes que le nom. Une salle d'études archéologiques, un laboratoire photographique aussi. Donc on avait vraiment pensé aux besoins de ce chantier. Et à l'opposé, bien évidemment, on a le dortoir des filles. Progressivement, ce bâtiment va devenir finalement une véritable maison d'Alsace. En effet, on va décorer la maison aux couleurs de l'Alsace. Et le père de Stéphanie Cuder, René, qui est un célèbre aquarelliste strasbourgeois, a suivi ses filles à Clermont au début de la guerre. Et il fréquente énormément cette maison. Et il va peindre une fresque campagnarde alsacienne sur le mur du réfectoire. On va installer également des blasons de 12 villes d'Alsace qui sont accrochés aux poutres de la maison. Alors, le bâtiment, il est achevé en quelques semaines finalement. C'est du préfabriqué. Ce qui a pris le plus de temps finalement, c'est la construction des sous-bassements en pierre. Mais après, donc, tout est allé relativement vite. Et en novembre 1940, donc, elle est aménagée et meublée. Mais novembre 1940, évidemment, c'est la rentrée. Donc il n'est plus question de faire des fouilles sur le plateau en cette saison. Mais pourtant, les étudiants qui ont participé à la construction vont décider de s'y réunir tous les week-ends dès l'automne. Très vite, ils vont s'approprier totalement la maison, dont ils ont les clés d'ailleurs. Et par tous les temps, le week-end, on monte à Gergovie. En général, on part le samedi après les cours pour passer la soirée. On dort sur place et on se réveille le lendemain sur le plateau. Les professeurs n'y sont pas admis d'ailleurs. Ils sont admis sur place que sur invitation. Donc c'est vraiment une appropriation, un accaparement, une spoliation. On en parlait tout à l'heure, par les étudiants, c'est une plaisanterie, par les étudiants donc, de ce bâtiment en fait. Mais ils ont effectivement passé tellement de temps à le construire que ça semble assez naturel. Donc le baraquement devient finalement un lieu de retrouvailles amicales et fraternelles régulières. Donc on va y passer vraiment énormément de temps. Et c'est un lieu aussi où on va s'échanger des nouvelles avec notamment l'Alsace, pour ceux qui parviennent à en obtenir. Alors pour citer un des gergoviotes, Teddy Pia, qui est le gergoviote d'origine réunionnaise, donc il dit, je cite, « Cette communauté composée de personnalités aux convictions si différentes représentait le vrai visage de la France et de la liberté. » Parce que ce qui caractérise ce groupe, c'est bien sa diversité. À l'université, d'ailleurs, les étudiants suivent différents cursus. Certains sont inscrits en lettres, en histoire, en philosophie, en droit, en théologie, en chimie, en pharmacie, en médecine. Vous remarquerez qu'il manque singulièrement d'archéologues là-dedans. Il n'y a pas de cours d'archéologie, effectivement, à cette époque-là, à Strasbourg. Ils sont aussi de différentes confessions religieuses. Donc il y a des catholiques, des protestants, des juifs, et puis évidemment des athées. Ils sont aussi de différentes opinions politiques, socialistes, communistes, royalistes, droite républicaine. En tout cas, ce qui les réunit, c'est leur attachement à la France libre. Ils sont issus quand même d'un territoire qui a été transféré au gré de l'histoire, un coup du côté allemand, un coup du côté français. Donc pour eux, là, être en France, rester en France libre, c'est absolument important. Et puis ils sont très opposés évidemment à l'Allemagne nazie qui a annexé leur région d'origine. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'eux ont été à proximité immédiate de l'Allemagne pendant toute la montée du nazisme. Ils sont tous germanophones, donc ils connaissent très bien la teneur des discours d'Hitler notamment. Donc,
C'est vraiment cet attachement qui est le ciment, et le patriotisme qui est le ciment intellectuel du groupe aussi. Mais c'est un patriotisme de tolérance et d'inclusion, et surtout pas d'exclusion. Donc ce sentiment s'exprime notamment à travers le chant Alsace-Lorraine, un chant qui a été créé en 1871, qui devient le chant de ralliement du groupe. D'ailleurs, on pense même que le nom de Gergoviote, dont on s'est longtemps interrogé sur l'origine, pourrait être né de la contraction de Gergovie et patriote. Voilà, les Gergoviotes, les patriotes de Gergovie. En tout cas, ce qui les réunit, c'est l'espoir. Également, puisque le 24 décembre 1940, vous avez un magnifique menu, d'ailleurs, qui donne presque faim, du Noël 1940 célébré à Gergovie. Le menu qui a été imprimé vraisemblablement par Stéphanie Cuder sur les machines de l'université, du secrétariat de l'université, porte la mention « L'an prochain, le même menu sera servi à Strasbourg ». Donc on voit bien qu'effectivement, c'est très important cet espoir, à ce moment-là, évidemment, de la guerre. Espoir qui va s'amenuiser au fil du temps. Alors les réunions des week-ends et des vacances sont autant d'occasions de se retrouver autour d'activités de jeunes de leur âge. Alors ces jeunes, en fait, ils ont beaucoup participé à des activités de scoutisme, de guide, alors différentes obédiences catholiques, protestantes ou autres, ou communistes. Mais en tout cas, voilà, ils ont l'habitude de s'occuper, de savoir s'occuper en tout cas, lorsqu'ils se retrouvent ensemble. Donc on fait du sport, on randonne, on danse, on chante, on nage. On nage pas n'importe où, on nage dans la piscine qui a été aménagée par le général Delattre de Tassigny à Aume pour son école de cadre. Et puis on fait des représentations théâtrales. Et puis on organise évidemment des repas et forcément on discute de la situation à Clermont bien sûr, mais aussi en Alsace-Moselle si on arrive à obtenir des nouvelles. Les Gergoviotes reçoivent aussi des visites. Delattre, j'en ai parlé, pas forcément pour passer du bon temps, mais il vient lui aussi avec des invités. Et puis Paul Valéry a fréquenté la maison également, et surtout un professeur de philosophie, Jean Cavaillès, qui a commencé à fréquenter la maison à partir de l'année 1940, à la fin de l'année 1940. Ce professeur de philosophie de l'université de Strasbourg est installé dans le village de Gergovie avec sa sœur. Et eh bien, c'est l'un des tout premiers enseignants à organiser la résistance dans les milieux universitaires. Et son influence va être évidemment extrêmement importante sur l'engagement des Gergoviotes. On y reviendra un peu plus tard. Alors on a du mal à imaginer comment tout ça fonctionnait, mais on a retrouvé quand même quelques témoignages, un témoignage essentiellement corroboré par d'autres bribes de témoignages, mais on arrive un peu à effleurer quand même un certain nombre de principes. Donc évidemment, tous les documents d'époque qui mentionnaient les noms, les éléments sur la gestion du groupe, ont été volontairement détruits après l'abandon de la maison en avril 1943 pour éviter de compromettre les membres qui étaient ciblés à ce moment-là par la police allemande, on en parlera tout à l'heure. Et finalement, donc, on manque d'éléments. Heureusement qu'on a ces quelques témoignages. On arrive à dénombrer en fait une soixantaine de personnes qui ont fréquenté la maison et qui sont considérées donc comme des Gergoviotes, qui ont fréquenté de manière régulière, plus des personnes qui y ont trouvé refuge pour un temps plus ou moins long. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment aussi un noyau de ces Gergoviotes qui est constitué d'à peu près 25 à 30 garçons et 6 à 8 filles. Alors, dans un récit de 1988, un des Gergoviotes, qui s'appelle Julien Freund, dont on parlera tout à l'heure, il explique que la communauté est complètement autogérée et refuse toute hiérarchie. Il n'y a donc pas de chef, mais par contre, il y a 2 sous-chefs, qui sont les 2 sœurs Cuder, donc les 2 femmes, qui vont s'occuper respectivement de l'intendance et de la trésorerie. Donc Marie-France et Stéphanie. Mais pour respecter le principe égalitaire, qui est fondamental dans le fonctionnement de ce groupe, leur fonction est transcrite dans le surnom qui leur est attribué, en intervertissant les syllabes de sous et chef. Marie-France donc devient chou et Stéphanie sera chef. Alors, juste petit aparté quand même sur ce sujet-là, c'est que pendant très longtemps, dans les témoignages, on lisait Sef, Chou, Sef, Chou. Sef, Stéphanie, on arrivait à peu près à faire le lien, mais Chou et Marie-France, on ne voyait pas du tout. Et ce témoignage nous a fait comme une illumination lorsqu'on l'a découvert et qu'on a compris en fait l'origine de ces surnoms. Alors concernant les relations entre filles et garçons, parce que je vous rappelle que ces jeunes ont une vingtaine d'années à peu près,
Il n'y a pas de contrôle d'adultes, hein, évidemment. Mais il y a une autodiscipline tacite quand même. Et donc il est dit qu'il ne doit pas y avoir de relation amoureuse dans le groupe. Ce qui n'a pas empêché quand même 3 couples de s'y former, peut-être même un 4e de manière d'ailleurs un peu clandestine. En tout cas, les membres du groupe vont développer une culture commune qui allie à la fois un très fort esprit de fraternité, donc ça c'est vraiment indéniable, le refus de la fatalité et de l'amorosité. On voit bien sur les photos que finalement ces rassemblements sont des occasions de gaieté en fait, ou en tout cas de partage dans un esprit un peu festif. Et progressivement aussi, c'est ce qui va faire émerger la flamme de leur engagement dans la résistance. On va parler un petit peu quand même d'archéologie, puisque au-delà de ces rassemblements fraternels, évidemment, pendant les périodes estivales, eh bien, il y a des fouilles archéologiques qui vont avoir lieu sur le plateau. Donc ces fouilles, elles sont conçues à l'été 1940, mais comme la maison va occuper les étudiants pendant tout l'été, finalement, les fouilles archéologiques vont être repoussées. Mais on sent quand même que l'État français souhaite à ce moment-là développer l'archéologie métropolitaine et veut organiser un service archéologique qui sera placé sous la responsabilité du CNRS. L'État va s'en remettre alors à un guide de l'archéologie nationale, qui est Albert Grenier, que vous avez en photo à gauche, qui vient d'être nommé au Collège de France. Il vient visiter le plateau de Gergovie à l'automne 1940 et il va devenir président du comité des fouilles de Gergovie. Donc il va être l'instance qui va superviser la gestion de ces fouilles. Les travaux archéologiques vont donc bénéficier dès leur origine d'un soutien qui est quand même assez important, un soutien scientifique qui n'est pas contestable. Et pour la gestion administrative justement des chantiers, donc ça joue aussi. Et puis donc après ce premier été qui a été consacré à la construction, les fouilles vont commencer au cours de l'été 1941. Sous la direction de Jean Lassus, qui a été pendant 6 ans auparavant directeur adjoint des fouilles qui étaient conduites à Antioche. Il bénéficie donc d'une très forte expérience, très solide expérience de terrain. Alors en 1940, celui-ci a été professeur d'archéologie, suppléant d'archéologie et d'histoire au sein de l'université de Strasbourg, mais on l'a vu tout à l'heure, donc il n'y a pas de cursus d'archéologie à proprement dit dans l'université repliée à Clermont. Mais en tout cas, lui, il a une ambition pour Gergovie, c'est d'en faire un des tout premiers chantiers-écoles de France métropolitaine. Et surtout un modèle pour la recherche archéologique française. En fait, il déplore, lui, que finalement, en France, on ne fasse pas de fouilles disposant de moyens considérables, alors qu'on a d'énormes moyens pour aller fouiller au Moyen-Orient ou en Égypte. À partir de 1941, Jean Lassus est secondé par un professeur agrégé au lycée Blaise Pascal, qui est Jean-Jacques Hatt, alors qui est lui aussi qui n'a pas suivi l'université repliée. Il était nommé au lycée Blaise Pascal à Clermont auparavant. Jean-Jacques Hatt, qui est âgé d'à peine 30 ans et qui s'est formé très tôt à l'archéologie. Lui, il est passionné d'archéologie depuis son adolescence. Il a été formé en Suisse, en Alsace, et à l'université dès 1942, après la première année de fouilles, il va être désigné directeur technique sous donc l'autorité de Jean Lassus, directeur technique des fouilles de Gergovie. Et grâce au soutien d'Albert Grenier, en fait, les campagnes vont être bien financées, très bien financées même. Au début, les chantiers obtiennent péniblement 10 000 francs, notamment la première année, en 1941. Et dès l'année suivante, eh bien, on multiplie par 10, donc on obtient 100 000 francs par an pour à la fois rémunérer les fouilleurs et puis aussi mettre en place des techniques et en tout cas du matériel de fouille. Là, notamment, on voit les wagonnets et les rails pour extraire les déblais. Donc ça, c'est des choses qui ont pu se mettre en place dès l'année 1942. Le service des monuments historiques donne une indemnité de 12 francs par jour et par personne pour les fouilleurs. Et puis, on obtient aussi des subventions qui sont accordées par l'université, directement l'université de Strasbourg, pas celle de Clermont. Bref, entre 1942 et 1943, donc, on a à disposition ces rails et ces wagonnets qui sont exceptionnels en France à l'époque, donc pour évacuer plus facilement les déblais.
Ce budget des opérations va permettre également de documenter les excavations. En fait, on a retrouvé énormément de photographies de ces fouilles, photographies qui ont été confiées à l'étudiant d'origine japonaise, qui est un étudiant en chimie, Eiichi Saito, qui est né au Japon, donc qui a fait ses études et qui était brillantissime, puisque je crois qu'il a eu son baccalauréat à 16 ans et qu'il a dû avoir passé sa thèse de chimie à 22 ans, et qui a énormément participé aussi aux recherches spectrographiques sur les objets qui ont été découverts à Gergovie. Et il bénéficie pour ça, donc notamment pour ses travaux photographiques, du laboratoire qui a été installé. Donc on le voit ici c'est la partie en bleu sur le plan de la maison des étudiants. Dans ce bâtiment, on voit aussi qu'il y a même un petit musée prévu dans la salle commune, dans la salle de restauration, un petit musée avec une maquette qui présente une théorie de la bataille de Gergovie. Alors, mis à part les deux directeurs de chantier et le jeune photographe, l'essentiel de l'équipe de fouilles est constitué d'abord évidemment par les étudiants de l'université. Bon, on a vu tout à l'heure qu'il n'y a pas d'archéologues dans le lot, mais il y a quand même quelques historiens. Finalement, on va avoir des étudiants qui suivent différents cursus et tous vont se passionner quand même pour ces travaux archéologiques. Mais en tout cas, ils ne sont absolument pas formés. Et parmi les personnes qui ont été formées à Gergovie, figure Bernard-Philippe Grolier, qui va devenir, après la guerre, le conservateur des monuments d'Angkor. Donc il va continuer une carrière dans l'archéologie à un niveau assez exceptionnel. Alors, tous les témoignages montrent que seuls les garçons fouillent. On est encore sur cette dichotomie. Les filles préparent les repas, les postes café, et les garçons font les fouilles archéologiques. Mais il y a quand même des femmes qui participent aux recherches, notamment Suzanne Trocmé, qui est l'épouse de Jean-Jacques Hatt, qui est toute jeune et qui est qui a fait les Beaux-Arts et qui est professeur de dessin, et qui va réaliser les planches. On en voit une sur la photo du bas, les planches des vestiges qui ont été découverts sur le site de Gergovie. Et ces planches sont absolument magnifiques. Alors, en termes d'effectifs, l'équipe est composée d'une vingtaine d'étudiants en 1941. En 1942, elle ne compte plus qu'une douzaine de fouilleurs, et en majorité bien sûr des étudiants de Strasbourg. Et puis vont s'ajouter aussi à ces équipes des permissionnaires de la 13e division militaire, donc mis à disposition par Delattre. Et puis progressivement, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, et notamment pour l'année 1944, on va faire appel aussi à des ouvriers retraités qui sont recrutés directement dans le village de Gergovie. Parce que l'histoire et de l'implication en résistance des étudiants va influer bien évidemment sur leur disponibilité pour fouiller à Gergovie. Il faut bien garder en tête que cette maison étant relativement exceptionnelle et très visible sur le plateau de Gergovie, elle est quand même ciblée d'abord par la police française qui va visiter cette maison à plusieurs reprises, et puis à partir de la fin 1942 par la police allemande. Alors, les travaux qui ont été conduits à ce moment-là ont principalement concerné deux secteurs du plateau. La partie sud-est de la fortification, de l'oppidum, qui est fouillée en 1941 et en 1942, et le rebord du secteur sud du plateau, près de la maison des étudiants, qui a été étudié entre 1942 et 1944. Alors, ce secteur-là, il est particulièrement intéressant pour nous aujourd'hui, puisque c'est là aussi qu'ont lieu les fouilles actuelles de Gergovie. Si vous êtes promené sur le plateau récemment, vous avez vu un grand espace bâché à droite de la route. C'est là qu'on fouille à nouveau, et d'ailleurs qu'on retrouve un certain nombre de vestiges des fouilleurs des années 40, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. Sur le rebord sud du plateau, finalement, Jean-Jacques Hatt va révéler la présence d'un habitat qui a été occupé sur une très longue durée, avec des vestiges maçonnés, des sols, des couches de circulation qui se recoupent, qui se recouvrent, qui en fait constituent un ensemble extrêmement compliqué à comprendre. Il dégage aussi des puits, des citernes, un caniveau, un four, et vraisemblablement une section du rempart que Jean-Jacques Hatt cite comme celtique, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'il était encore aujourd'hui.
En tout cas, il y a énormément de restes de métallurgie, de travail métallurgique. C'est ce qui fait qu'à ce moment-là, eh bien, on va dénommer ce secteur le quartier des artisans, donc qui est la dénomination qu'on utilise encore aujourd'hui. Et donc ces campagnes de fouilles pendant la guerre n'ont pas été qu'un prétexte, en tout cas, ou une couverture. Donc ça, c'est parfois présenté comme ça, ce chantier archéologique, comme une couverture pour des résistants, mais ce n'est pas le cas. En fait, il y a vraiment des objectifs scientifiques. Et des objectifs, et il y a eu des résultats scientifiques qui nous servent encore aujourd'hui pour pouvoir comprendre les endroits où on fouille aujourd'hui. Alors on va parler de résistance maintenant, puisque si les fouilles archéologiques n'étaient pas un prétexte, force est de constater quand même que ces étudiants sont engagés extrêmement tôt dans ces mouvements de résistance. Dès 1941, finalement, donc, qui est l'année un peu l'année du défi, 1942 qui est l'année du combat, puis 1943 l'année de la répression et de la dispersion du groupe, et 1944 la poursuite du combat ailleurs en France. On va citer, là, on a, vous savez, sous les yeux quelques noms des Gergoviotes qui ont été le plus investis, le plus engagés dans la résistance et dont on va parler dans la suite de la conférence. Alors donc j'indiquais tout à l'heure que le professeur Jean Cavaillès avait rejoint son université à Clermont à la fin de l'année 1940, qui s'est installé dans le village de Gergovie avec sa sœur. Et il est donc l'un des créateurs du mouvement Libération Sud avec Emmanuel Dastier de la Vigerie et avec Lucie Bernard, qui va devenir ensuite Lucie Aubrac. Avec ce mouvement est créé un journal de contre-propagande, Libération. Et ce journal de contre-propagande, il faut le diffuser. Et pour ça, Cavaillès fait appel à partir du tout début de l'année 1941 aux Gergoviotes pour distribuer les différentes éditions du journal. On a des témoignages de distribution à la criée, même dans les rues de Clermont, de ce journal clandestin. Donc c'était un petit peu dangereux quand même. Et puis, en parallèle, va se développer un véritable esprit de rébellion parmi les étudiants. Donc ces étudiants, ils sont très remontés contre Pétain, qui a, selon eux, abandonné complètement l'Alsace-Moselle à son sort. Et spontanément, les Gergoviotes vont organiser des collages de tracts, des décrochages de portraits de Pétain, vont inscrire des graffitis pro-De Gaulle sur les murs de l'université ou de la ville. Et par contre, malheureusement, à partir du mois de mai, Jean Cavaillès, qui est un peu quand même à la tête de ces actions, va être nommé à la Sorbonne. Il va donc quitter Clermont-Ferrand et il va s'en suivre un moment de flottement dans le mouvement des étudiants, assez clairement. En septembre 1941, pourtant, le général Hunziker, donc vous vous rappelez, c'est celui qui a signé l'armistice le 22 juin 1940, il vient visiter la maison avec Delattre. Et donc les étudiants se rassemblent autour de lui. Et lorsqu'ils se rassemblent, eh bien, Hunziker pense que les étudiants vont chanter Maréchal nous voilà, et au lieu de Maréchal nous voilà, ils vont chanter Alsace-Lorraine. Alors Alsace-Lorraine, juste petit rappel, pour ceux qui ne sont pas fans de musique militaire, le refrain c'est « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. » Je ne l'ai pas chanté parce que il pleut pas là, mais en tout cas, oui, c'est clairement une provocation pour le signataire de l'armistice. Mais quand même, globalement, au cours du deuxième semestre 1941, les actions des étudiants vont être assez modestes. Mais ça ne va pas durer, puisqu'à la fin de cette même année, un mouvement est créé par des professeurs de droit, c'est le mouvement Combat. Et tout début 1942, donc juste après la création de ce mouvement, eh bien, il y a une section combat étudiant qui est créée, un groupe de francs-tireurs dont la direction est confiée à Jean-Paul Cauchy, un étudiant en histoire qui a rejoint le groupe des Gergoviotes, qui est âgé d'à peine 21 ans, et qui entraîne avec lui 12 de ses camarades dans ce groupe combat étudiant. Jean-Paul Cauchy est extrêmement actif, il est sur tous les fronts. Il va en parallèle s'engager dans un réseau de renseignement, le réseau Mithridate, qui est fondé par un Alsacien et qui va compter jusqu'à 1600 agents. À Clermont, au cours de cette année 1942, qui est vraiment l'année où on change, on va dire, de modalité d'action, et où vraiment on va passer à des actions plus agressives, eh bien on va commencer à utiliser des explosifs déjà. Et le premier attentat à la bombe qui
se produit à Clermont-Ferrand est perpétré par Teddy Pia, donc toujours ce gergoviote réunionnais, le 30 avril 1942, contre le magasin d'un commerçant collaborationniste. De leur côté, Julien Freund, dont on a parlé, et André Lévy, dont je n'ai pas parlé, mais qui a rejoint le groupe au début 1941, vont poser une bombe contre le domicile du docteur Grasset à Roya. On le voit juste derrière Pétain. Donc c'est le secrétaire d'État à la santé de Pétain. Donc ils vont poser une bombe qui va faire un peu long feu, enfin qui va faire juste quelques dégâts. Alors il faut bien s'imaginer que ces bombes ne sont pas très fiables. Elles sont faites par les étudiants et les professeurs de chimie. Alors au mieux, on va dire, bon, elles peuvent exploser, mais au mieux, elles n'explosent pas, et au pire, elles peuvent exploser dans les mains des porteurs. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux que d'imaginer ces attentats. Julien Freund et André Lévy aussi participent à des transports d'armes dans des valises entre Lyon et Clermont, donc évidemment avec le risque d'être arrêtés à tout moment. Et ils préparent également un attentat contre Pierre Laval à Clermont-Ferrand, mais la bombe ne va pas exploser là en l'occurrence. En tout cas, ils sont ciblés quand même très rapidement, et Julien Freund va être arrêté à la fin du mois d'août et André Lévy en septembre à Gergovie par la police française. Ils vont ensuite passer en cour martiale et être incarcérés. André Lévy va parvenir à s'échapper, et Julien Freund lui aussi, mais quelques années après. De son côté, Stéphanie Kuder, qui est, je vous le rappelle, secrétaire de l'université, met en place un réseau de fabrication de faux papiers. Elle a une position quand même assez favorable dans l'administration, et elle rejoint également le réseau Mithridate. Donc elle va fournir des papiers, des fausses cartes d'étudiants à un certain nombre d'étudiants recherchés, ou aux étudiants juifs d'ailleurs, puisque à cette époque-là, il y a un numerus clausus, il ne peut pas y avoir plus de 3% d'étudiants israélites dans les facultés françaises. Donc pour certains d'entre eux qui veulent continuer leurs études, il est important d'avoir des papiers français. En 1942, il se passe un événement aussi à Clermont-Ferrand, sur le plateau de Gergovie. C'est le régime de Pétain qui organise une grande manifestation d'unité nationale sur le lieu symbolique de la première victoire française, le 30 août, à l'occasion du second anniversaire de la Légion des combattants. Donc là va se dérouler une cérémonie, la cérémonie des terres de France, à l'occasion de laquelle un peu de terre de toutes les communes de France va être acheminé à Gergovie pour être ensuite déversé dans la crypte du monument en présence de Pétain. Et puis, évidemment, en prévision de la venue de Pétain, une patrouille de police se rend quelques jours auparavant à la maison des étudiants. Jean-Paul Cauchy, qui est présent, se cache dans l'un des puits qui a été mis au jour par les fouilles. Alors, il fait 1,95 m et visiblement, heureusement qu'il y avait des buissons autour du puits parce qu'il dépassait à peu près 60 cm. Stéphanie Kuder va ouvrir la maison aux policiers et réussir à masquer en fait du matériel de propagande résistante qui est stocké dans la maison. Et c'est ce jour-là d'ailleurs que Julien Freund est arrêté par la police française. Le jour venu, évidemment, l'université est quand même assez inquiète de ce qui va se passer, et donc les responsables vont demander à l'ASUS de retenir les étudiants, donc loin du lieu de la cérémonie. C'est ce qui va se passer, et Pétain vient effectivement sur place pour présider la cérémonie. Il reste un peu de temps, il n'y a pas de discours, mais il sera ensuite à Clermont-Ferrand. Et si vous souhaitez avoir des images de cette cérémonie, elles sont disponibles sur des archives de l'INA, donc des actualités cinématographiques de l'époque. Un tournant, le 11 novembre 1942, évidemment, c'est l'invasion de la zone sud par les Allemands. Donc il y a désormais plus de zones non occupées. La police allemande voit donc son pouvoir s'étendre sur l'ensemble de la France. Et les traques vont s'intensifier, notamment contre les Strasbourgeois, parce qu'ils sont considérés comme des déserteurs. Évidemment, d'ailleurs, une grande partie, je ne l'ai pas dit, mais une grande partie des étudiants qui sont retournés en Alsace à la fin de l'année 1940, fin de l'année universitaire, ont été engagés dans l'armée allemande. Donc, les Strasbourgeois qui sont présents à Clermont-Ferrand à ce moment-là et en zone libre, ex-zone libre, sont considérés comme des déserteurs par les Allemands, ils sont recherchés. L'année 1943 donc va être marquée par le renforcement de cette répression policière, notamment par celle de la police de sûreté allemande, la SIPO-SD, qui va rechercher les Strasbourgeois, les résistants en particulier.
Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les Gergoviotes vont fermer la maison définitivement en avril 1943 et détruire surtout tous les documents compromettants. Donc ils ne se réunissent plus du tout à Gergovie à partir de ce moment-là. La maison va continuer, elle, à servir de base pour les fouilles encore en 1944 et jusqu'en 1946. Le 25 juin a lieu une première rafle contre les étudiants, c'est la rafle de la Gallia, en représailles à l'assassinat de 2 agents de la Gestapo. Et sur 36 étudiants qui sont raflés à ce moment-là, 7 Gergoviotes sont arrêtés et ensuite déportés. Et notamment Claude Lévy, que vous avez en photo ici, qui sera déporté à Auschwitz et qui est mort immédiatement en arrivant. Vous imaginez comment. Le 25 novembre, c'est la fameuse rafle, la plus grande rafle menée contre une université, l'université de Strasbourg à Clermont, où là, la police allemande se fait assister de 200 soldats de la Luftwaffe, évidemment tous les agents de la Gestapo, bien sûr, et 1200 arrestations sont effectuées. Un professeur et un lycéen sont abattus pendant l'opération, le professeur Paul Colomb notamment, qui n'obéissait pas assez vite, visiblement, pour le soldat allemand qui l'arrêtait. Et Stéphanie Kuder est arrêtée également à ce moment-là. Alors, c'est pas très lisible, mais sur la liste qui est présente ici et qu'on a trouvée, qui en fait mentionne les personnes à arrêter prioritairement à l'occasion de cette rafle, en deuxième position, il y a Mademoiselle Kuder, secrétaire de la faculté de lettres, qui est mentionnée. Donc elle a été vraiment ciblée très très près. Alors les agents allemands sont aidés par Georges Mathieu, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, de sinistre mémoire, qui est un étudiant en histoire et qui était l'adjoint de Jean-Paul Cauchy, donc dans le réseau combat étudiant. Et c'est lui qui va désigner les personnes à arrêter prioritairement, donc Stéphanie Kuder notamment. Et parmi les personnes qu'il fait arrêter et qui désigne aux Allemands, il y a des personnes à qui il a lui-même remis des faux papiers quelques jours auparavant. Alors, pendant son procès, sa ligne de défense sera que les Allemands détenaient sa fiancée enceinte et ont fait pression sur lui. Mais on a quand même de sérieux doutes sur le fait qu'il était peut-être plutôt quand même un agent infiltré de longue date qui attendait un peu son heure pour pouvoir agir. En tout cas, à partir de cette action-là, il va être intégré dans des Sonderkommando, dans un Sonderkommando, c'est-à-dire chargé de la chasse aux résistants. Il va participer en décembre aux rafles de Saint-Maurice, à la rafle de Billon, aux rafles qui vont être menées à Sauxillange et à Issoire. Et il se trouve qu'à la fin du mois de décembre, le 19, il se marie avec sa compagne. Et les 2 témoins de son mariage sont Blumenkamp et Ursula Brandt, qui sont en fait le responsable de la SIPO-SD à Clermont, donc de la Gestapo clermontoise, et sa secrétaire. Donc un lien quand même assez fort avec ces 2 personnages. Lorsqu'il est arrêté, donc là on a des images de son procès, il est arrêté en novembre, en octobre, pardon, son procès a lieu en novembre et il est condamné à mort et exécuté extrêmement rapidement, peut-être trop rapidement, pour qu'on ait le fin mot sur tout ce qu'il a pu occasionner, tout ce qu'il a pu faire pendant cette période. Alors après la dispersion du groupe d'avril 1943, certains Gergoviotes vont continuer leurs actions, bien entendu, voire même amplifier leurs actions. Et certains vont connaître des destins particuliers. Alors ici, je mentionne Joseph Fertig, qui a été arrêté, condamné à mort, et qui s'est évadé, qui a sauté d'un train, et qui ensuite, en ayant rejoint le maquis de Haute-Corrèze, est devenu capitaine sous le nom d'Hannibal. Il a un destin particulier. Lui, si vous êtes intéressé, si vous avez entendu parler de l'histoire des fosses contenant des soldats allemands qui ont été exécutés en Corrèze à ce moment-là, c'est Hannibal, donc Joseph Fertig, qui commandait ce groupe de résistants. Et il y a un podcast sur ce sujet-là sur France Culture que je vous incite vraiment à voir, à écouter si vous êtes intéressé, parce qu'il est assez poignant. Augustin Morgenthaler, en bas, donc un autre destin. Lui, finalement, il est responsable d'une école de cadres en 1943. Donc finalement, il est impliqué dans les instances du régime de Vichy. Et pourtant, en septembre 1944, il va s'engager avec son frère dans la brigade Alsace-Lorraine qui est commandée par André Malraux. Et il va mourir au combat en novembre en portant secours à un de ses officiers qui a été blessé.
Voilà, donc il a connu lui aussi un destin tragique. André Lévy, dont on a parlé tout à l'heure, donc j'ai bien dit qu'il était arrêté en septembre 1942, jugé en cour martiale, il s'évade le jour de Noël en soudoyant un de ses gardiens. Il rejoint le groupe Combat en Afrique du Nord et il devient agent de liaison entre Alger et la métropole. Donc agent de liaison, c'est aussi une fonction qui est extrêmement dangereuse. Il est arrêté en juillet 1944 et fusillé le 1er août dans les Landes. Georges Wagner, lui, après avoir été arrêté plusieurs fois en 1942, mais relâché. Il est membre de Combat étudiant. Il rejoint sa fiancée dans l'Isère pendant l'été 1943. Il fait passer plusieurs familles juives en Suisse. Il est ensuite intégré au chantier de jeunesse dans le Vercors, mais il va déserter, se cacher ensuite dans la région de Bordeaux et s'engager lui aussi dans la brigade Alsace-Lorraine en 1944. Il va participer à la libération de la région. Et donc, pour faire un bilan de cette année 43, entre le 25 juin et l'année d'après, même le 5 juin 44, 14 gergoviotes sont arrêtés. 12 d'entre eux sont déportés, 10 hommes et 2 femmes. Et les déportés sont convoyés en direction de 16 camps de concentration qui sont répartis entre l'Allemagne, la Pologne, l'Autriche et l'Alsace annexée aussi. Et puis, certains d'entre eux sont transférés à de nombreuses reprises, donc ils vont changer de lieu à plusieurs reprises en fonction de l'évacuation des lieux de détention à l'approche des Alliés ou des besoins de l'effort de guerre allemand. Alors, tous sont inculpés et déportés en tant que détenus politiques, donc, comme le montre le triangle rouge qui figure sur leurs documents. Donc, on a retrouvé énormément de fiches des camps de concentration au nom de ces gergoviotes. Donc on a pu retrouver leurs traces en déportation. Les conditions de détention sont rendues plus supportables parfois par leur affectation aux infirmeries dans différents camps dans lesquels ils sont détenus. En septembre 1944, Jean-Paul Cauchy, qui a été arrêté à Paris et envoyé à Brunwald, change de camp. Il se retrouve finalement dans un camp dans une mine de sel, pardon. Et il occupe le poste de secrétaire de l'infirmerie, ce qui doit le maintenir quand même un peu à l'écart de la rudesse des travaux, ce qui lui permet en fait aussi de commencer à réfléchir à l'après, c'est-à-dire qu'il note les noms de tous les gardiens, de toutes les personnes de l'administration concentrationnaire, pour qu'il puisse être jugé par la suite. Malheureusement, on va retrouver le document sur lui et il va être abattu finalement le 18 avril 1945. Et puis, donc, parmi ces gergoviotes, on en a parlé tout à l'heure, il y a Stéphanie Kuder, donc, qui est arrêtée en novembre 1943, qui, début 1944, va partir en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1947, l'Université de Strasbourg va publier un recueil de tous les témoignages de déportation des étudiants, des professeurs qui sont passés par les camps. C'est très tôt par rapport aux témoignages qui sont habituellement connus, donc qui interviennent plus tard. Donc c'est très tôt et c'est assez poignant, bien évidemment. Alors ce qu'on sait, c'est que donc Stéphanie est d'abord incarcérée au 92e régiment d'infanterie, qui est la prison militaire allemande à Clermont. Elle est déportée en janvier 1944. Pendant le trajet vers l'Allemagne, elle parvient à lancer un message pour ses parents lorsque le train s'arrête en gare de Soissons, qui est une halte obligatoire pratiquement pour tous les trains. Ce message, on l'a retrouvé en fait, c'est les deux petites feuilles de bloc-notes d'agenda qui ont été retrouvées. Je vais vous lire son contenu parce qu'il est quand même assez difficile. Vous l'avez sous les yeux, mais je vais vous le lire pour ceux qui sont un peu loin ou qui ne voient pas très bien. Nous sommes partis 1000 simplement et crânement et j'ai été comme toutes. Vous devinez où nous allons. Qu'importe, nous emportons la terre de France avec nous. Et dans mes bagages à moi, il y a encore vous. Je vous aime et je vous reviens bientôt. N'oubliez pas la belle fête qui chantera la paix. Car maintenant, elle dira aussi notre savoir. Je vous aime, nous serons si heureux bientôt. Courage et confiance et tendresse. Stéphanie, départ, direction Metz et au-delà. Donc ce message a été récupéré sur la voie de chemin de fer par un cheminot qu'il a confié à sa femme, qu'il a ensuite fait parvenir aux parents de Stéphanie Kuder. Stéphanie est d'abord en quarantaine à Ravensbrück pendant 4 mois avant d'être transférée au camp de travail du Limmer à Hanovre, qui est une usine de fabrication de masques à gaz. Et elle décrit dans son témoignage tout ce qui est mis en place pour déshumaniser les prisonnières, donc
les vêtements qui ne sont pas adaptés, les chaussures qui ne sont pas aux bonnes pointures, etc., etc. Et puis surtout la sauvagerie des gardiennes. Malgré tout, le 14 juillet 1944, à midi, avec ses co-détenues, qui sont toutes françaises, elles cessent le travail et observent 1 minute de silence qu'elles tiennent pendant la minute complète, malgré les coups et les hurlements des gardiennes. Et au même moment, son père, René Kuder, peint, toujours à Clermont, et il peint le hall de la faculté Carnot, là où sa fille a été arrêtée, et il dédicace ce tableau à sa fille. Durant son incarcération, Stéphanie va contracter une maladie pulmonaire qui va l'affaiblir jusqu'à sa mort en 1986. Et eh bien, elle a eu un rôle particulier quand même grâce à ses témoignages et aussi au sein de ce camp, puisque à Hanovre, à l'emplacement du camp, qui est aujourd'hui un quartier résidentiel, eh bien, une rue porte son nom. Alors 6 ans après la fin de la guerre, en 1951, Jean Lassus, qui entre-temps est devenu président des œuvres de l'Université de Strasbourg, va prendre l'initiative d'un événement qui va figurer parmi les premiers en France à inscrire comme un devoir de mémoire les faits de résistance. Le choix de cette date répond à une promesse qui a été faite au cours de la fête de Noël 1941 de tous se retrouver à Gergovie 10 ans plus tard. Donc, c'est pas exactement pour Noël, mais le 15 août 1951, en tout cas, les Gergoviotes qui ont survécu se retrouvent une nouvelle fois sur le plateau pour rendre hommage à leurs camarades disparus pendant la guerre. La cérémonie se déroule en présence de Jean Delatte de Tassigny et de son épouse et d'une centaine de personnes. Et puis, à côté de la maison détruite, à l'emplacement du mât qui supportait le drapeau, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, une stèle est érigée. Et là, au son du clairon, les 24 gergoviotes présents se rassemblent en ligne comme autrefois pour chanter Alsace-Lorraine. Et le monument se dévoile avec les noms des 9 gergoviotes morts au combat en déportation ou fusillés qui sont appelés pendant cette cérémonie. Et à partir de cette date, eh bien, c'est finalement là que débutent toutes les cérémonies du 8 mai, célébrées par la commune de La Roche-Blanche. Donc elles commencent systématiquement à la stèle des gergoviotes. Alors jusque dans les années 90, les gergoviotes vont se retrouver régulièrement sur le plateau et toujours en chantant Alsace-Lorraine autour de la stèle. Et encore aujourd'hui, des liens d'amitié se sont noués, en tout cas ceux qui se sont noués à Gergovie ont été entretenus après la guerre et se retrouvent encore entre les descendants. Donc finalement, nous, dans notre travail, on a eu à travailler avec, à rencontrer ces descendants et à s'apercevoir que finalement, certains sont devenus un peu comme des familles. Enfin, des familles se sont regroupées et c'était assez impressionnant justement la chaleur de leur relation, la force de leur relation. Et c'est grâce à ça d'ailleurs qu'on a pu avoir finalement autant de noms de gergoviotes qui sont ressortis alors que finalement au départ on avait très peu de certitudes. Et voilà donc ce qu'a été l'aventure des gergoviotes. Ça a été une expérience unique, un remède à la morosité au moment où ils se sont regroupés à Gergovie. Ça a été une source d'espoir et de courage, un terreau propice à leur engagement en résistance. Et puis, donc, il y a eu une exposition. Effectivement, il y a un livre qui existe aujourd'hui. On est très content parce que l'exposition, depuis peu, a été transposée sur des panneaux qui peuvent être transportés, donc ce qu'on appelle des roll-up. Donc, cette exposition, elle est disponible au musée de Gergovie pour les établissements scolaires, si jamais on vous en parle, si jamais certains ont besoin ou envie de l'exposer, donc elle est transposée. Voilà. Et ce qu'on souhaiterait surtout maintenant, c'est que eh bien, il y a un doctorant en histoire contemporaine qui s'empare du sujet pour eh bien, aller au bout du travail qu'on a finalement que initié, nous, avec Marion Dacot, et qui nécessiterait encore des mois et des mois de travail et certainement la découverte d'archives qu'on ne connaît pas encore. Et pour terminer, j'aimerais juste citer un extrait du discours qui a été prononcé par Jean Lassus en novembre 1945, lorsque l'université de Strasbourg revient en Alsace, après 6 années passées à Clermont. Voilà ce qu'il dit. « Il faut que les bourreaux soient punis, mais il faut surtout qu'il n'y ait plus de bourreaux. Et d'abord qu'il n'y ait pas en nous de bourreaux. Nous avons vu souvent monter dans les regards des SS la cruauté et la rage. Spectacle affreux. Chassons de nous, chassons de l'âme de nos enfants toute rage et toute cruauté. Que l'enfer ait échoué. Qu'il reste malgré tout des hommes sur la terre.
Nous avions pour la victoire sacrifié nos joies et nos vies. Pour la paix, sachons sacrifier nos vengeances et nos haines. Voilà. Merci. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander si vous pensiez que, comme ils avaient fait un réseau de résistance, pensez-vous que d'autres Alsaciens, d'autres jeunes Alsaciens qui sont venus dans les réseaux de résistance en Auvergne ont pu bénéficier de contacts avec ces gergoviotes ? C'est certain, parce qu'en fait, je vous ai dit, on a repéré une soixantaine de noms. Ça, ce sont les noms des personnes qui ont séjourné relativement longtemps à la maison des étudiants, à Gergovie. Par contre, on sait par d'autres témoignages aussi qu'un certain nombre de personnes restaient 2 jours, 3 jours, une nuit même, pour se mettre à l'abri le temps d'ensuite être transférés ailleurs. Donc forcément, c'est un réseau. Alors, en tout cas, les gergoviotes en tant que tels ne sont pas un réseau de résistance, c'est juste qu'ils se sont impliqués dans des réseaux de résistance qui se sont mis en place à l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet engagement commun qui s'est mis en place. Et les noms des personnes dont j'ai parlé, ce sont ceux qui se sont engagés dans la résistance active. Mais il y a aussi une résistance passive. Je ne l'ai pas évoqué, mais Marie-France Cuder, donc la sœur de Stéphanie, qui, elle, n'est pas impliquée véritablement dans la résistance active, on sait par certains témoignages qu'avec sa famille, eh bien, elles hébergeaient des résistants, des maquisards qui devaient se mettre à l'abri pendant quelque temps. Donc il y a cette résistance-là aussi qui se met en place et qui est beaucoup moins visible, en tout cas, beaucoup moins spectaculaire, en tout cas, mais on a quand même l'impression que l'ensemble du groupe est concerné par ces actions-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question, en fait. Mais ça veut dire que oui, forcément, les gergoviotes se retrouvent à Gergovie, mais le reste de la semaine, ils sont à Clermont. Et forcément, les liens qui se nouent à Clermont sont très forts également, y compris dans les réseaux de résistance. Qu'est devenu le photographe japonais ? Alors, il est devenu ingénieur en nucléaire. Enfin, je ne sais plus quel était le titre exact à l'époque, mais en tout cas, il a intégré le centre d'études atomiques jusqu'à un très très haut niveau. Et à peu près à 55 ans, eh bien, il a démissionné pour devenir aquarelliste. Et en fait, cette vocation d'aquarelliste lui est venue à Gergovie par la rencontre de René Cuder, donc le père de Stéphanie et Marie-France. Et ces aquarelles sont très très belles d'ailleurs. Avez-vous vu apparaître le nom de Chomerliac dans vos recherches ? Il y a un amphithéâtre en médecine qui s'appelle l'amphithéâtre Chomerliac, et je sais qu'il a été massacré à cette époque, mais je ne sais pas son rôle. Tout ce que vous avez dit, là, je le savais à peu près, mais concernant ce nom de Chomerliac... Non, ça n'apparaît pas du tout dans nos recherches. On n'a pas ce nom-là du tout. Comment elle a été démolie, cette maison, et puis qu'est-ce qu'il en reste ? Eh ben, c'était une bonne question. En fait, aujourd'hui, la maison ne subsiste que sous la forme de son soubassement en pierre. Le soubassement qui a été comblé avec des pierres, les pierres du plateau. On s'est beaucoup posé la question de ce qu'il était advenu de cette maison. On avait une photo aérienne du plateau de fin 46 où la maison était en place, et fin 47, elle n'y était plus, elle était entièrement rasée. Donc ça s'est fait très rapidement. Et tout récemment, en fait, on a retrouvé une note dans des archives d'un habitant de la Roche-Blanche qui stipule que c'est le commandant qui a pris en charge la fameuse école de cadre de Lattre, que j'ai rapidement évoquée, qui a été construite à Homme, qui s'est aperçu que finalement la maison a été achetée en même temps que les bâtiments qui ont été achetés pour l'école de cadre. Et il a considéré que ce bâtiment devait revenir à l'école de cadre, donc il a tout fait démonter et ramener tout à l'époque dans l'école de cadre. Pour en faire quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, tout a été rapatrié à ce moment-là.
Et c'est vrai que c'était un mystère. Aujourd'hui, notre rêve, indépendamment d'avoir un doctorant qui puisse travailler sur le sujet, c'est de pouvoir faire des fouilles sur la maison. Parce que ce soubassement qui a été comblé immédiatement au moment du démontage, il n'est pas dit qu'il ne recèle pas aussi quelques témoignages quand même de la vie quotidienne sur le site. Je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure sur les fouilles actuelles qui font ressortir un certain nombre de vestiges de la vie quotidienne des étudiants lorsqu'ils étaient là. Voilà, on a effectivement des éléments d'ailleurs structurels de la maison qu'on peut retrouver dans les fonds de fouilles, parce que la fouille du quartier des artisans des années 40 n'a pas été rebouchée. Le site a été abandonné en fait, et on a retrouvé un certain nombre d'éléments. On a retrouvé des boîtes de conserve, des boîtes de gâteaux, des clés pour ouvrir des boîtes de sardines, et on a retrouvé une bouteille de Cointreau vide, quasiment intacte, qui laisse supposer qu'on faisait aussi peut-être quelques agapes sur place. Et donc on se dit qu'effectivement la fouille de la maison des étudiants et puis des abords immédiats serait extrêmement intéressante. En tout cas, il faut le faire pour voir si ça vaut le coup de faire une véritable fouille qui pourrait concerner aussi les abords immédiats du bâtiment. Est-ce qu'il y a eu des familles d'Alsace qui sont venues voir si leurs enfants qui étaient étudiants à l'époque, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu... À l'époque, vous voulez dire? Depuis? Récemment? Bah oui, en fait, on a rencontré, quand on a fait l'inauguration de l'exposition, on a fait venir 5 familles de Gergoviotes qui se sont rencontrées. Certains se connaissaient, mais beaucoup se sont rencontrés, ne s'étaient jamais vus auparavant. La famille d'André Lévy, parce qu'André Lévy, il a été abattu par les Allemands, donc il n'a pas eu de descendance, il était tout jeune. Sa famille a rencontré d'autres familles de Gergoviotes. On a eu la famille d'un des professeurs, le professeur Jean-Jacques Hatt, tout récemment, il y a 1 an et demi maintenant. On a eu la surprise d'avoir la visite d'une Gergoviote survivante. En fait, la fille de Jean Lassus, qui avait 6 ans à l'époque, qui a 93 ans aujourd'hui, et toute sa tête, et qui est venue visiter, avec des souvenirs un peu lointains évidemment de ce qui s'y passait, mais c'était extrêmement émouvant de rencontrer quelqu'un qui avait participé à ces événements-là. Et donc, oui, encore une fois, on a reçu sur les 2 dernières années en fait énormément de descendants de ces Gergoviotes sur place qui sont allés forcément se recueillir au niveau de la maison. Très bien. Oui, la question c'est comment ils étaient intégrés par rapport aux étudiants de Clermont, hein, c'est ça? Comment ils s'intègrent. Alors, il faut bien s'imaginer que les cours ne sont pas faits en commun, ne sont pas communs. C'est-à-dire les cours de l'université de Clermont sont différents des cours de l'université de Strasbourg. Donc, ils ne se mélangent pas à ce moment-là. Mais par contre, il y a des relations à l'extérieur parce qu'il y a aussi beaucoup d'entraide. Pour le logement des étudiants, je ne l'ai pas évoqué, mais se loger à Clermont lorsque l'université a été repliée sur Clermont, c'était extrêmement compliqué. Et beaucoup d'étudiants se sont retrouvés hébergés chez l'habitant. Donc forcément, ils étaient en lien avec des familles et puis avec des étudiants. Mais c'est vrai, ce groupe des Gergoviotes, il est quand même très centré sur des étudiants qui sont issus de cette université-là. Il y a quelques Clermontois, mais relativement peu finalement. Les Clermontois n'avaient pas ce besoin de se retrouver ensemble. Enfin, ils n'étaient pas exilés. Il y a cette notion d'exil, de réfugiés finalement, qui fait aussi le ciment du groupe. Alors, on a un témoignage disant que la police allemande est venue. Est-ce que c'est la Gestapo, le SIPO, la SD? On ne sait pas. De toute façon, oui, c'était forcément à l'instigation de Blumenkamp, qui était le responsable local de tous les services de la police allemande, quoi. Que ce soit la police politique ou... Non, alors, il
même un témoignage, mais qu'on n'a pas pu croiser, d'une visite de la police allemande qui vient visiter et qui est accueilli par Jean-Paul Cauchy, qui est quand même recherché, et qui leur fait visiter la maison et tous les objets qui ont été trouvés dans les fouilles. Voilà, mais c'est un témoignage qu'on n'a pas croisé, donc voilà, on n'est pas sûr que ce soit totalement vrai. S'il y avait des contacts entre le groupe, le réseau de Billon et le groupe des Gergoviotes? On ne peut pas le dire. Ce qu'on sait, c'est que par contre, dans le groupe des Gergoviotes, énormément ont participé à des récupérations de parachutage d'armes, notamment le long de l'Allier. En fait, l'Allier était utilisé comme une balise un peu pour les parachutages. Et sur Cournon, de l'autre côté sur Pérignat. Mais après, voilà, savoir si dans ce cadre-là, il y avait des relations avec Billon, ça c'est difficile à dire. En fait, ce qui est très compliqué sur ces périodes-là, mais quand on s'intéresse à la résistance, c'est toujours le cas, c'est qu'en fait, les documents, on n'écrit pas tout ce qui permet de reconstituer les réseaux, de savoir qui participait ou quelles étaient les relations entre les uns et les autres. Évidemment, ça, on n'écrit rien du tout de ce point de vue-là. Donc après, reconstituer les événements, les liaisons, ça se fait que par des témoignages. On voit quand même que, moi, pour avoir eu affaire à plusieurs témoignages d'un même événement, mais décrits à des dates différentes et avec des personnages différents, je m'aperçois de la fragilité d'un seul témoignage, par exemple. Donc c'est toujours très, très compliqué de retracer tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était clandestin et par définition... Oui, mais comme des documents ont été retrouvés au moment des rafles de Billon, il aurait pu y avoir des liens à ce moment-là. Non, on n'a rien retrouvé de cet ordre-là. Très bien. Voilà, merci en tout cas de votre attention. Bien, nous vous invitons à un petit pot de l'amitié, comme à l'accoutumée, et on vous dit à l'année prochaine.